Donc, on va continuer cette journée avec Michel Passe. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Michel Passe, qui est psychoclinicien et qui a travaillé pendant combien de temps à l'hôpital ? 37 ans et demi à l'hôpital d'Annecy, oui. 37 ans et demi à l'hôpital d'Annecy. Il est toujours en vie. C'est les patients. Il est résistant. Oui, je suis résistant. J'ai travaillé dans l'ancien hôpital et dans le nouveau. Voilà. Donc, Michel, pourquoi j'ai demandé à Michel de venir ? Parce que Michel a une grande expérience en EMDR, donc il va vous en parler. Donc ici, c'est une conférence sur la stimulation bilatérale alternée. On va vous expliquer tout ça. Et donc pourquoi j'ai fait venir Michel ? Parce que du coup, effectivement, il a une expérience super importante. Il est aussi superviseur en EMDR. Et donc, l'idée, c'est de vous présenter ce qu'est la stimulation bilatérale alternée, les indications, comment ça fonctionne, à qui ça s'adresse, et puis ses expériences terrain, pour le coup. Voilà, donc ça va. Et cette fois-ci, on va parler un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on va faire sous forme d'interview, si ça vous va, histoire de varier les plaisirs. Ça vous va comme ça ? Ça vous va comme ça ? Oui, ce sera plus facile pour parler, pour moi, oui. Donc Michel, si vous deviez nous expliquer ce qu'est la stimulation bilatérale alternée. Donc en fait, ça travaille sur le cerveau. Oui. C'est totalement neurologique. Et en fait, on part du principe que le cerveau a un traitement adaptatif d'informations. C'est-à-dire que tout ce que le cerveau reçoit, il l'enregistre et il le traite. En général, la plupart des petits traumas sont traités la nuit, pendant qu'on a des mouvements oculaires, ce qu'on appelle les REM. Là. Donc ça permet de traiter le cerveau. Et enfin, c'est lui qui se traite et qui se débarrasse de la plupart de nos informations négatives. Mais quand on a un traumatisme qui est beaucoup trop important, le cerveau se bloque et on retourne les images et les idées, ça tourne en boucle. Et le fait de faire des mouvements oculaires ou des mouvements alternatifs permet de rééquilibrer le cerveau et de se débarrasser des informations négatives et des informations négatives. Ok. Alors, ce que vous me disiez l'autre jour, quand on discutait ensemble, vous m'avez fait une métaphore qui me paraissait très intéressante. Vous me parliez d'une kyste ou d'une boule au niveau du cerveau. Oui, voilà. Oui, c'est comme si s'enquistait, oui. C'est comme s'il y avait un kyste, c'est ça, que l'information était bloquée. Et avec la stimulation bilatérale alternée ou le MDR, on va débloquer. Oui, parce que ça débloque ce qu'on appelle des mémoires dysfonctionnelles. C'est-à-dire que ça s'appuie sur sensations, émotions, images et croyances négatives. Parce que tout trauma crée une croyance négative. Quand on est petit, par exemple, si on est abandonné, on va se programmer « je ne suis pas digne d'amour ». Et cette programmation, elle a 5 critères. C'est « je », c'est affectif, c'est actif toute ma vie, c'est totalement irrationnel, et ça se généralise à tous mes comportements. Donc à partir du moment où on a un système comme ça, on le publie toute sa vie. Le fait de travailler à partir du présent sur le passé permet de déraciner ce qui est enquisté et de transformer le comportement. Et l'avenir. Magnifique. Et le futur, oui. Alors, comment est-ce que ça a été, parce que c'est quelques années le MDR, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça a été, par qui ça a été mis au point et comment ça s'est... Donc, c'est une dame qui s'appelle Hélène Shapiro, qui est une Américaine, qui en 87 a trouvé ça toute seule en travaillant sur elle-même. Par des mouvements oculaires, elle s'est rendue compte que ça agissait sur ses émotions. Et comme elle était thérapeute, elle a travaillé là-dessus, elle a fait une thèse là-dessus. Et après, elle a travaillé avec des anciens soldats du Vietnam pour des traumatismes de guerre. Puis après, ça s'est développé. Moi, je me suis formé en 92, au début où la formation était amenée en France. D'accord. C'est David Chardon-Chevrel qui l'a ramené en France ? Oui, enfin, qui a fait l'association, oui. D'accord, qui a
puis une association. Mais en fait, au début, c'était un dénommé François Bonnel qui faisait des formations sur Aix-en-Provence en faisant venir des Américains. D'accord. Ok. Et vous, c'était à l'époque que vous êtes formé. Moi, je me suis formé là, oui. Et au début où j'étais à l'hôpital, par exemple, pour passer un trauma, c'est ce que je disais tout à l'heure là, pour passer un trauma, style accident de la route, il fallait des fois plusieurs années pour passer un trauma comme ça. Après, j'ai fait de l'hypnose, il fallait plusieurs mois. Et avec le MDR, 20 minutes. Une séance? Une séance. Une séance, si c'est un trauma simple. D'accord? C'est quelqu'un qui a un accident de la route ou qui a un accident d'autre chose. Si on le traite tout de suite, on enlève très rapidement les images, les sensations, les émotions. Si derrière il y a autre chose, c'est-à-dire il y a une histoire complexe, alors ça fait plutôt remonter des problèmes profonds. Mais le MDR peut travailler, c'est le cerveau qui travaille, c'est ni vous ni moi qui choisissons ce qui se passe. Par exemple, j'ai eu une dame à l'hôpital, elle avait eu un accident de la route. Et elle me dit, elle me décrit son accident, et elle me dit, la dame qui m'est rentrée dedans est morte. Et après, je vais voir les infirmières et je lui dis, la personne qui lui est rentrée dedans est morte. Elle me dit, c'était pas une dame, c'était un monsieur. Bon. Donc, je retourne voir la dame à qui j'avais enlevé les images. Et le lendemain, je retourne voir la dame et elle me dit, je la refais travailler et je lui dis, qui est mort? Et elle me dit, ma mère. Et tout le deuil de sa mère est ressorti. Et le lendemain encore, je suis retourné la voir. Et elle me dit, je vais vous dire quelque chose dont j'avais jamais parlé. J'ai été abusée par un paysan quand j'étais petite. Voilà. Donc, tous les traumas, ils sont sortis comme ça. Et après, quand les traumas sont sortis, on les traite à mesure. Oui. Donc, il faut que les gens parlent de leur traumatisme. Ça ressort. C'est pas qu'ils parlent, c'est que ils ressortent tout seuls. Il y a des gens qui ont du mal à faire ça. Alors, vous venez me voir pour un trauma X, vous voyez? Et en fait, je vous fais travailler et il peut sortir un trauma Y. C'est le danger, entre guillemets, de l'EMDR, c'est que c'est votre cerveau qui choisit, c'est pas vous. Et le trauma Y, après, vous avez... Alors on le traite, à partir du moment où les gens, ils le vivent, donc on le traite sur place. Avec le MDR, il faut quand même que quelque chose soit ciblé, puisqu'on avait vu avec l'hypnose que on cible vraiment. Alors on peut cibler comme on peut ne pas. C'est-à-dire que on peut partir, comme ça travaille sur sensation, émotion, image, on peut travailler à partir d'une sensation du corps seulement. Qu'on a envie de changer. Non, par exemple, vous avez, je sais pas, une espèce d'angoisse dans le corps, une sensation. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'émotion, vous voyez. Et on travaille à partir de cette sensation, et ça peut faire remonter des sensations et des souvenirs. Ou ça peut enlever ça peut enlever cette angoisse, sans qu'on sache ce qu'il y avait derrière. Ça peut servir dans les gestions des troubles anxieux généralisés. Oui. Ça peut être utile. Oui, Alors, bien sûr. À ce moment-là, c'est rapide. Alors, c'est rapide si c'est un trauma simple. Si c'est un trauma complexe, c'est jamais rapide. Il n'y a pas de technique miraculeuse. Ça va plus rapidement que quand j'étais psychanalyste. Il fallait des années. Hein. Voilà. C'était des jeunes? Oui. À partir de quel âge? Des bébés. Quand j'étais à maternité, je travaillais avec des bébés. Ou les bébés dans le ventre de la mère. Alors, quelles sont les indications de l'EMDR? Je vous dirai tout. Donc il y a les traumatismes, mais effectivement, on peut aller beaucoup plus loin. Oui, c'est une thérapie à part entière. Oui. D'accord. Avec des protocoles. Alors il y a des protocoles bien précis, il y a un protocole de base, et puis après il y a des protocoles pour plein de choses, quoi, qui ressemblent à peu près au même protocole. Mais concrètement, quand quelqu'un vient vous voir, concrètement, comment ça se passe? Alors, comment se passe une séance? Alors une séance se passe normalement en 8 phases. C'est-à-dire que la première phase, on accueille la personne, on voit l'histoire du sujet et on va travailler sur ce qu'on appelle un plan de ciblage, c'est-à-dire qu'on va cibler
le problème qu'il va falloir travailler. On a besoin de la cible. Oui. D'accord. Donc on cible le désir de la personne. Donc pour ça, on part des déclencheurs du présent. Puisqu'en général, les gens ils viennent avec un problème d'aujourd'hui. Donc ce problème, on part du présent. On va travailler, on va remonter l'origine pour essayer de trouver le souvenir source. Donc après, on va traiter le souvenir source pour repasser au présent et pour voir les scénarios du futur. C'est-à-dire qu'en général, quand on a enlevé le souvenir source, c'est comme des dominos, tout tombe. Et du coup, est-ce que ça peut traiter la douleur? Oui. Alors pour la douleur, par exemple, si c'est que douleur physique, à l'hôpital pour les cancéreux, par exemple, je diminuais les douleurs, mais ça tenait pas. Parce que dans les douleurs, dans les grandes douleurs, il y a beaucoup d'angoisse. Donc ça enlève l'angoisse. Et ça permet de diminuer la douleur. Mais la douleur en tant que telle, c'est pas miraculeux, hein. Est-ce qu'on peut considérer le MDR comme de l'hypnose? Non, c'est pas du tout pareil. Dans l'hypnose, il y a une modification de l'état de conscience. Dans le MDR, il n'y a pas du tout de modification. C'est vraiment votre cerveau qui travaille et qui fait son boulot de nettoyage. Ok. C'est pour ça que j'aime bien ça, parce que on peut pas influencer la personne. Dans ce sens, je dis qu'il peut sortir des choses que les gens avaient enquistées. J'ai eu une dame comme ça qui est venue parce que son mari s'était pendu. Donc on a travaillé sur le décès du mari, et en fait il lui est remonté un abus quand elle avait 8 ans, qu'elle avait complètement oublié, pourtant il a duré de 8 ans jusqu'à 14 ans. Elle avait complètement enquisté, oublié. Donc c'est là le rôle de l'inconscient, comme on disait tout à l'heure, qui va oublier. Voilà. Et là le cerveau, il lui a sorti ça. Donc elle a été la première surprise, puis on a travaillé là-dessus, voilà. Ok. En pratique, comment ça se passe? Alors en pratique, Donc on voit cette première phase là, puisqu'on avait 8 phases. Donc on voit première phase qui est la phase de ciblage, deuxième phase où on explique le MDR, on explique aux gens ce qu'on va faire, comment on se positionne. On se positionne en général, les deux chaises ne sont pas en face, mais en position de bateau qui se croisent. Vous voyez, comme ça. on travaille comme ça, si vous voulez. Oui. Alors on va positionner, puisqu'on travaille avec des mouvements oculaires ou des mouvements alternatifs. Donc en mouvement oculaire, on va voir si c'est bien, pas bien, la vitesse, etc. Et puis on va travailler pour mettre les gens en sécurité. C'est-à-dire qu'on va leur donner ce qu'on appelle un lieu sûr. Alors on va développer un lieu sûr au cas où ils aient de l'angoisse ou... Voilà. Ce que je fais personnellement très rarement. Mais ça peut être un outil utile. Ça c'est dans la deuxième phase. Dans la troisième phase, donc on va faire ce qu'on appelle l'évaluation, c'est-à-dire qu'on prend par rapport à ce qui vient, si on prend un traumatisme, on va chercher l'image la plus difficile. Ensuite, on va chercher la cognition négative, c'est-à-dire que quand vous voyez cette image, qu'est-ce que ça dit de vous en négatif? Ensuite, on cherche ce qu'on appelle la croyance positive, c'est-à-dire à la place de dire je suis bête, je suis ici, je suis là, je suis responsable, qu'est-ce que vous pourriez dire de positif sur vous-même? Donc en général, c'est une autre chose, mais qui n'est pas forcément réelle pour la personne. C'est ce qu'elle aimerait avoir, mais c'est pas vraiment ce qu'elle a. Hein. Donc on évalue ça sur une échelle entre 1 et 7, la croyance vraiment si elle l'a ou pas, quoi. En général, ils n'ont pas du tout cette croyance. Si on commence à gratter là-dessus, c'est vraiment très bas. Ensuite, on travaille sur l'émotion. Quelle émotion ça vous fait? Donc là, on voit une échelle où on regarde ce qu'on appelle le SUD, c'est-à-dire l'échelle subjective de traumatisme.
qui est entre 1 et 10. 10 étant le maximum de perturbation et 1 étant ou 0 étant le minimum. C'est clair ce que je vous raconte? Et puis, après, on localise cette émotion dans le corps. Ça me serre la gorge, ça m'appuie sur le ventre, voilà. Plus on est proche du corps, plus on est dans les sensations du corps, mieux ça marche. Si les gens sont dans leur mental, ça marche beaucoup moins bien. Si on est dans l'émotion ou dans la sensation du corps, ça marche très bien. Et après, donc, la phase 4, oui, c'est la 4, on désensibilise par des mouvements oculaires. Donc, on demande aux gens de repenser à l'événement. On leur demande de se lier à la croyance négative et à la sensation corporelle. Et à partir de là, on fait des mouvements oculaires. On fait 24, à peu près. Et on demande aux gens qu'est-ce qui se passe. Moins on intervient, parce qu'en fait, quand on fait ça, on les fait passer en cerveau droit. Donc moins on intervient dans ce mouvement-là, et mieux ça marche. Si la personne, elle commence à vous dire « Ah, ça me fait penser à ma grand-mère, blablabla », hop, on les ramène, parce qu'ils repassent dans le cerveau gauche. Donc ils sortent du canal. Donc ce qui est important, c'est qu'ils restent dans le même canal. Jusqu'à ce que, en fait, il n'y ait plus de perturbation. C'est-à-dire que vous refaites plusieurs fois ces 24 minutes. Ah oui, oui, oui. Et ben à chaque fois, si vous voulez, c'est un peu comme si les événements se mettaient de plus en plus à distance. C'est impressionnant. Oui, en général, c'était. Comment ça fonctionne? Et ben c'est le cerveau qui travaille. En général, ça travaille sur le cerveau limbique. Et pourquoi on le fait aussi avec les Non, soit on fait des tappings comme ça. Pas que les mouvements oculaires. Non, on fait des tappings dans n'importe quel lieu du corps. C'est-à-dire qu'on coupe le corps en deux. À l'hôpital, je faisais sur les pieds puisque les gens ils étaient allongés. Si on est en face, je fais sur les genoux, ou on peut faire sur les épaules ou sur la tête, n'importe où. Du moment que c'est alternatif, le cerveau, il fait son boulot. Pour travailler sur vous-même, on peut travailler comme ça. Vous voyez, si on est angoissé soi-même, on peut faire comme ça. Ah, quand je fais ça, on arrive. Pas comme ça. Si vous faites comme ça, tais-toi. Mais comme ça, c'est... Je fais de MDR, tout va bien. Si on le fait près des oreilles, vous voyez, quand vous faites ça près des oreilles, vous avez à la fois le son et vous avez à la fois le mouvement. Vous voyez ? Si vous faites ça, ben vous avez que le mouvement. Vous pouvez faire ça aussi. Mais il faut le faire en pensant à un événement. Alors, il faut surtout se recentrer sur le corps. Vous avez une angoisse, vous écoutez l'angoisse où elle est dans votre corps, si elle est dans la poitrine, dans le ventre, dans le nez, enfin bref. Et vous vous concentrez sur la sensation et vous faites les mouvements oculaires. Enfin, les mouvements alternatifs, pardon. Alors, du coup, le réflexe que j'aurais, c'est si on considère qu'on peut faire remonter des choses négatives auxquelles on ne s'attend pas, imaginez que vous travaillez sur un petit stress banal, et qu'en faisant ça, je peux faire remonter quelque chose de plus grand. Eh bien, si ça remonte, il faut aller au bout. C'est le risque. Oui. D'accord. Donc là, effectivement, on court chez vous. Ben, soit vous courez chez moi, soit vous-même, vous continuez à faire sortir ce qui vient. Voilà, ce qui vient, et on Mais va- le cerveau, il n'est pas bête. Si vous faites ça toute seule, il ne vous sortira pas des choses négatives. On peut faire ça tout seul. À la limite, ça va apaiser. Non, mais vous pouvez vous apaiser vous-même. apaiser. Mais pour faire un travail de thérapeutique tout seul, vous n'y arriverez pas. Et puis c'est déconseillé parce que de toute façon, vous serez influencé par d'autres choses. Il vaut mieux être accompagné. Donc on en était à la phase 4, qui était la désensibilisation. Donc on descend jusqu'à ce que la perturbation arrive à 0. D'accord ? C'est-à-dire que les gens vous disent ben, « je ne ressens plus rien ». Ça peut être très rapide. Hein. Ça peut être en quelques minutes, ça peut être en quelques secondes. Oui. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et une fois qu'il n'y a plus rien, donc on vérifie la croyance positive, on leur demande si la croyance positive est toujours la même,
ou si elle a changé. Et à ce moment-là, on passe à la phase suivante, qui est la phase 6, et on passe à l'installation de la croyance positive. C'est clair ? On vérifie la croyance positive et on l'installe. Puisqu'on a enlevé la croyance négative, on installe la croyance positive, aussi par des mouvements oculaires, jusqu'à ce qu'elle soit bien ancrée. C'est-à-dire là, on leur demande encore une échelle entre 1 et 7, et il faut que la croyance positive arrive à 7. Alors pourquoi 7 et pas 10 ? Enfin, ça, c'est leur truc. Le reste, il le fait tout seul, je crois. Oui. Je voulais juste vous poser une question par rapport à l'ensemble en fait, de la thérapeutique. Est-ce que vous ne pensez pas que des fois, des traumatismes passés peuvent avoir été résolus par eux-mêmes avec le temps et la vision de la vie de la personne en question, et que justement toutes ces thérapeutiques peuvent avoir tendance à impliquer des problèmes passés qui n'en sont plus, mais plutôt des problèmes présents où on va toujours impliquer le passé alors que peut-être que la personne était passée déjà au-delà de ça. Oui, alors, si vous êtes vraiment passé au-delà de ça, si on vous redemande de repenser à votre trauma, votre cerveau, il dit, il se passe rien, tout va bien. Vous ne pensez pas que justement les gens cherchent toujours des raisons Vous pouvez chercher des raisons, votre cerveau, il va vous répondre, puisque c'est neurologique. Votre cerveau, il va vous dire, moi je ne ressens rien du tout. Vous voyez ? Si c'est fini, c'est fini. Par contre, il peut y avoir des aspects qui ont été traités et pas d'autres. Vous voyez ? Une fois, j'ai eu un monsieur qui avait basculé dans son camion, là. Eh ben, il avait roulé dans un ravin, donc il avait les images du camion qui roulait. Donc j'ai traité ça, il n'y avait plus rien. Et après, il lui a remonté tous les bruits. C'est-à-dire les vitres qui s'écrasaient, enfin, etc. Donc j'ai retraité un autre aspect. Là, je vous parle de traumas simples. Hein. Quand c'est des traumas complexes ou des traumas chroniques, comme des maltraitances d'enfance, là, il y a tout un travail qui est beaucoup plus long. Comment vous traitez par exemple un trauma plus complexe comme ça ? Plusieurs séances Oui, il faut plusieurs séances, ou alors il faut travailler sur la restauration de l'enfant intérieur. Parce que autrement, si on prend, en cas de maltraitance, si on prend chaque trauma, on en a pour 20 ans, quoi. Ouais. Alors que si on travaille sur la restauration de l'enfant intérieur, on le sort de son trauma. En EMDR aussi. Oui. Je connais bien en fait, je pose des questions, je sais que ça vous est utile. Est-ce que ça demande d'avoir aussi un travail de supervision? Parce que moi j'entends, c'est qu'on reçoit aussi beaucoup les traumatismes des patients, Oui. des traumatismes qui peuvent surprendre et déstabiliser, etc. Donc comment le thérapeute gère ça aussi? Ben, comme il peut. Il vaut mieux une supervision, oui. Mais je pense que dans toutes les thérapies, y compris en hypnose, moi-même qui utilise l'hypnose et l'HTSMA, qui est l'MDR aussi, hein, je me fais superviser. Je pense qu'on a tous besoin d'être supervisés et que c'est un minimum. C'est bien de partager, c'est bien d'être supervisé, c'est bien de ne pas être seul face à un certain nombre de choses. Et puis on est des êtres humains, on n'est pas que des thérapeutes quand même. Hein. Ça peut aussi réactiver des choses chez nous. Hein. D'ailleurs, les clients qu'on a, on ne les a pas par hasard. Donc, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Donc, oui. En plus, dans ces matières-là, je pense que oui, la supervision est indispensable. Est-ce qu'on peut associer l'hypnose épinière là, et avec l'EMDR? Faire de l'EMDR sous hypnose, pourquoi pas, oui. On peut faire deux thérapies en même temps? Oui, là, oui. Moi, j'associe souvent beaucoup de thérapies ensemble. Hein. Souvent l'EFT, par exemple. L'EFT, c'est quoi? C'est le truc où tu fais ta claque. Oui. L'EFT, c'est du tapping. Mais c'est pas identique, ça? Non, c'est pas la même chose. L'EFT travaille sur les méridiens d'acupuncture. Et pas que les jeunes aiment beaucoup.
Alors, par exemple, en EFT, il y a un point particulier, qui est ce qu'on appelle le point d'intoxication. Quand on appuie ici, là, sur quelqu'un, là à peu près, en général, ça fait très mal. Vous pouvez essayer, vous appuyez sur vous, là. Donc souvent, quand ce point-là, il est coincé, le MDR marche mal, parce que les gens, ils sont que dans leur tête et pas dans leur corps. Donc moi, souvent, je débloque là, et du coup, les gens, ils sont mieux dans leur corps, et ça marche très bien. De toute façon, quand on touche les gens en tapping, on sent si on touche un bout de bois ou si on touche une personne. Ouais. Donc le premier travail, c'est de les faire entrer dans leur corps pour qu'ils soient présents. Et une fois qu'ils sont présents, alors là, on peut travailler beaucoup plus profondément. Alors, est-ce qu'il y aurait des contre-indications? Contre-indications, il n'y en a pas beaucoup. Il y a pour les gens qui ont eu un traumatisme neurologique, donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas de crise d'épilepsie. Donc s'ils sont sujets à des crises d'épilepsie, moi je fais toujours avec des petits tappings pour voir, faire un petit galop d'essai, voir ce qui se passe. Et puis petit à petit, si je vois qu'ils papillent les yeux, là, qui commencent, on arrête. Puis il y a des gens qui arrivent bien à contrôler leur truc, à savoir où ils en sont. Donc voilà, il faut faire attention, pas de mouvement oculaire. Et pour les femmes enceintes, au début, on évite. Mais ça ne dure pas longtemps. Et pourquoi là, comment ça? Parce qu'il peut y avoir des risques d'avortement. Enfin, d'avortement de... Et si quelqu'un fait de la cohérence cardiaque, est-ce que c'est compatible ou pas? Oui, bien sûr, tout à fait. Mais tout est compatible suivant comment on s'en sert. Ce sont des outils. J'allais dire, quand vous refaites une maison, vous utilisez la truelle, le marteau, les clous, enfin voilà. Vous pouvez multiplier les outils. Il n'y a pas de technique parfaite et universelle. D'accord ? Si j'ai compris le MDR, le cerveau a une fonction de nettoyage des mémoires des traumatismes et à un moment ça ne fonctionne pas. Donc on vient soutenir le cerveau et faire un peu ce travail-là de façon artificielle. Voilà. Si vous êtes dans votre corps, plus vous êtes en lien avec votre corps, mieux ça marche. Si vous êtes que dans le mental, c'est difficile. Dans le mental, c'est aussi une façon de se protéger des traumatismes, d'être dans le mental. Tout à fait. Mais en hypnose, c'est pareil. Quelqu'un qui est que dans son mental, aller le mettre en hypnose, poète. Hein. Oui, doucement, on commence par la cohérence cardiaque, il commence à rentrer dans son corps un petit peu. C'est vrai, hein, on peut avoir différentes méthodes. Les gens qui sont dans leur corps ont beaucoup plus de facilité, si vous voulez, ou dans l'émotion. C'est pour ça que quand il y a un traumatisme immédiat, je sais pas, je vous dis accident de voiture, état de choc, les gens ils sont complètement dans l'émotion, donc ça marche très vite. Et ça évite de faire ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique. Parce que alors là, une fois qu'il est installé, pour l'enlever, c'est pas la même chose. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un syndrome post-traumatique ? Oui, c'est bon. Non. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un syndrome post-traumatique ? Un syndrome post-traumatique, c'est en gros un enquistement du traumatisme. Ce qui fait que ça passe dans le corps et ça reste enquisté dans le corps et ça peut avoir multiples conséquences. Et notamment des conséquences corporelles. Des exemples de symptômes du syndrome post-traumatique ? J'ai eu un choc émotionnel et après je vais avoir mal aux pieds, mal aux doigts, voilà. Je vais me paralyser d'un bras, je vais traîner une dépression, voilà. Il y a plein de choses. Donc une personne qui a le syndrome post-traumatique, je pense à une amie qui est justement en EMDR aujourd'hui, elle a déjà essayé moult thérapies. Oui. Elle a tout essayé, elle a dit le MDR c'est ma dernière. Oui, ça marche très bien. Voilà. Mais elle est dans le tout contrôle. Si elle est dans tout contrôle, ça va être difficile pour elle. C'est ça. C'est vraiment... Parce que le tout contrôle m'empêche de descendre dans le traumatisme. Parce que les gens, ils n'ont pas envie d'aller dans leur douleur. Vous voyez, moi, j'ai vu, par exemple, avec des états de viol, par exemple. J'allais dire retourner dans le revécu de ça, les gens, ils n'ont pas envie. Oui. Ils n'ont pas envie, ils restent dans ce tout contrôle parce qu'ils ne sont pas capables de suivre.
Oui, enfin c'est pas qu'ils sont pas capables, c'est qu'ils n'ont pas envie d'y aller. Donc il faut petit à petit les aider à redescendre là-dedans et qu'ils se rendent compte que le fait de revivre, parce que le MDR fait revivre les choses, mais les retraites. Et après c'est fini. Mais oui, il faut les revivre. Par contre, si mes souvenirs sont bons, si je travaille par exemple sur une scène de viol, je ne suis pas obligée de travailler sur l'image globale, je peux travailler sur un micro-bout de cible. Oui, on peut trouver des façons de faire qui soient moins traumatiques, pas directes. Si je ne me suis pas trompée, on était à la 6e phase. Oui. On veut les 8 phases. 6e phase. C'est pas la 6e. C'est bien, vous suivez, hein, bravo. Donc la 7e, eh ben, j'allais dire, c'est on fait un scanner du corps. Non, en fait, c'est la 6e. Je me suis trompé d'une phase, là j'en avais loupé une. La 5e, c'est la cognition positive. Et la 6e, quand c'est installé, on fait ce qu'on appelle un scanner du corps. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de repenser à l'événement et à la croyance positive, et on leur demande de ressentir leur corps des pieds à la tête, pour voir s'il y a encore des sensations désagréables, et s'il y a des sensations qui apparaissent, on travaille dessus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et si après les gens vont bien, on refait des mouvements oculaires pour les stabiliser dans leur bien-être. Après, c'est la 7e où on évalue ce qui s'est passé, la séance. Et la 8e, c'est on revoit la personne après, dans la semaine d'après ou dans les 15 jours après, pour voir ce qui se passe. Dans la 7e, on dit aux gens, et c'est parce que c'est très vrai, que le MDR peut continuer à travailler sur les gens. Le cerveau, une fois qu'on l'a stimulé, eh ben, il continue à travailler. C'est-à-dire que pendant la séance, vous ressentez rien. Vous ressortez là, 2 jours après, plaf, vous avez une crise de pleurs ou une crise d'angoisse. Oui, parce que votre cerveau, il a décidé de... Vous exercez toujours à l'hôpital? Non, je suis en retraite depuis 2012 et j'exerce maintenant dans l'Isère. Parce que je travaille en soins continus à l'hôpital. Oui. Nous, on est souvent sur la phase de réveil après les Oui. traumatismes. Et on n'a pas, beaucoup d'interlocuteurs justement pour travailler sur ça et sur l'équipe. Bah, je sais bien, j'ai assez travaillé là-dedans pour le savoir. Du coup, on se prend en gros tout le Bah oui, oui. en direct et on n'a pas forcément. Vous n'avez pas formé des gens? J'ai formé des gens à l'époque, oui. Des gens qui sont formés, mais plus à l'hypnose, la gestion de la douleur. Ben, moi, avant de partir, j'ai fait des formations de MDR sur l'hôpital, justement aux urgences et aux post-urgences. Mais bon, ça s'est perdu depuis. Hein. Les gens sont partis, ont changé. Mais par rapport à ça, par rapport à vos propres difficultés quand vous avez des patients comme ça, faites-vous des tappings comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Vous voyez, quand vous avez des patients qui sont difficiles, vous faites vous-même des choses comme ça. Mais on n'associe à aucune pensée ou visualisation ou renforcement positif. Ben, si c'est un traumatisme, enfin si c'est une douleur, vous écoutez votre douleur et vous faites vos tappings jusqu'à ce que ça parte. Et après, si vous voulez vous publier quelque chose de plus positif, vous le faites. Mais bien alternatif. Et oui, si vous faites pas de l'alternatif, si vous faites ça, ça sert à rien. Ça marche pas, Marie. Avez-vous des questions? C'est passionnant, hein? Vous pouvez nous raconter des histoires de patients? Allez! Ben voilà, je vous en ai dit, j'ai pas... Des choses qui vous aient marqué? Il y a des gens, vous avez des gens sur Annecy qui sont installés, qui font ça. Oui, je crois qu'il y a pas mal de thérapeutes EMDR sur Annecy maintenant. Je les connais pas tous, non? Mais il faut que vous regardiez la liste EMDR France. Et puis vous voyez les gens qui font de l'EMDR. Mais j'allais vous dire, le diplôme, ça fait pas l'homme. C'est vraiment la façon dont on travaille qui est importante. Vous voyez? Ben, il faut essayer. Vous allez voir, vous voyez si vous êtes bien ou pas bien. Vous venez voir un thérapeute pour vous, pas pour lui. Non, mais quand on va adresser les gens à un thérapeute,
Ben, vous pouvez aller le rencontrer avant pour voir quelle tronche il a. Hein. Ben, ça, c'est très important parce que si vous n'êtes pas bien avec quelqu'un, vous ne pouvez pas travailler. Il faut une confiance mutuelle. Moi, je dois avoir confiance dans mes patients et dans leur qualité de transformation. Et eux, il faut qu'ils aient confiance dans ma qualité de thérapeute. Si on n'établit pas ce lien-là, on ne peut pas travailler. Mais quelle que soit la thérapie que vous pratiquez. Oui. Après, il y a des choses qui sont des dérivés de l'EMDR. Moi, j'étais formée, par exemple, en HTSMA. Ça veut dire quoi? C'est hypnose par thérapie, par moulement alternatif. Donc après c'est des dérivés qui ne s'appellent pas EMDR, qui sont des dérivés où on ajoute des choses autour, où on enlève des choses autour, qui ont à peu près la même fonction. Voilà. La formation en EMDR, elle est réservée à des médecins et psychologues. Et psychothérapeutes officiels labellisés comme les poulets loués. J'ai une petite question concernant est-ce qu'il y a des béquilles chimiques qui sont données dans le cadre du MDR? Est-ce que c'est conseillé? Est-ce que c'est en fonction de la situation ou pas? Vous avez entendu? Est-ce qu'il y a des béquilles chimiques qui sont données? Je parle plus fort parce que derrière, sinon vous n'allez pas entendre. Si les gens sont trop angoissés, vous pouvez leur conseiller de voir leur médecin pour qu'ils aient un traitement qui baisse l'angoisse, oui. Mais en général, le MDR, quand les gens sortent, ils ont passé leur crise. Il peut y avoir un pic avec une émotion très forte et une abréaction importante, mais si on continue à traiter, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et parfois, on va gratter, comme vous disiez, on va gratter des choses, on va déterrer des choses auxquelles on ne s'attendait pas et qui peuvent être très... On les traite tout de suite. Oui, ça va pas 2-3 jours après, la personne... Si les gens, alors c'est là où on prévient les gens justement à la fin de la séance, on leur dit s'il y a quoi que ce soit qui se passe, vous me téléphonez et on se revoit. Je veux dire, on laisse pas les gens partir dans la nature comme ça. On les prévient d'abord de voir leurs rêves, d'écrire ce qui se passe, et puis d'appeler le thérapeute s'il y a quoi que ce soit. Moi, je laisse jamais partir les gens dans la nature. Ah bah oui, c'est indispensable. Hein. Oui. Tous les combien que les séances de MDR Alors moi, j'aime bien travailler 2 heures par mois, parce qu'en 2 heures, on descend bien dans l'histoire des personnes. Et voilà, ça fait 1 mois de battement, avec une possibilité de raccourcir le rendez-vous s'il y a besoin. Et en tout cas, qu'ils aient le temps d'intégrer les choses. Mais enfin, c'est moi qui travaille comme ça. Il y a peut-être des thérapeutes qui vous voient 1 fois par semaine. Mais le MDR, quand même, ça va suffisamment profondément et ça règle les choses qui sortent suffisamment bien pour pas revenir très souvent. Par contre, vos séances durent longtemps. Moi, j'aime bien ça, oui. Il faut prévoir le temps si on réveille quelque chose. En 1 heure, les gens, ils racontent leur histoire. Et enfin, voilà, il y a un blabla entre guillemets qui est nécessaire et utile, mais qui vous permet pas de descendre. Et puis quand les gens ils commencent à descendre, on leur dit c'est fini, maintenant il faut vous tirer. C'est pas juste. Oui. Tandis que là, si on prend le temps, eh bien les gens ils peuvent descendre dans leur histoire. On prend le temps d'y aller, et c'est beaucoup plus, j'allais dire intéressant pour eux, quoi, et pour moi aussi, parce que moi je m'emmerde. Moi. Et au départ, les gens, par exemple, si c'est des traumatismes anciens, ils viennent vous voir pour dépression? Pour n'importe quoi. Mais la psychologie, c'est la SNCF. C'est-à-dire, un train peut en cacher un autre. D'accord? C'est-à-dire, les gens, ils viennent pour une histoire, et en fait, ils viennent pas pour ça, ils viennent pour quelque chose de beaucoup plus profond, dont ils ont conscience ou pas. Mais pour qu'ils fassent la démarche, ils sont emmenés par une perturbation ou renvoyés par un médecin. Il y a de tout. Ils viennent rarement me noter. Voilà. Ils viennent quand même d'eux-mêmes. J'ai des gens qui sont envoyés par le tribunal pour obligation de soins. Alors en général, ils tiennent pas longtemps. Il faut la confiance.
Mais des fois, oui, il y a l'épouse qui emmène. Une fois, je me rappelle à l'hôpital, j'avais dit à la dame, vous savez, elle m'avait dit, je vous l'emmène, je le reprends. Je lui avais dit, ici, c'est pas un garage. Oui, madame. Est-ce que la durée de la thérapie est en fonction de l'éloignement plus le traumatisme est loin? Non, pas du tout. Ça veut rien dire. Non, pas du tout. Une fois, j'ai traité une dame je vous parle toujours de traumatisme simple pour vous simplifier les choses, hein. Mais c'était une dame qui avait eu un accident de voiture et des années après, elle avait encore la sensation du sang qui lui coulait sur la figure. Oui. Donc voilà, je l'ai traité en une séance, c'était fini. Pourtant, c'était il y a, je sais pas, ça faisait 10 ans, un truc comme ça. Par exemple, pour des abandons. Alors les abandons, c'est la sensation d'abandon quand vous l'avez programmée, vous la programmez petit, elle vous dure toute la vie, quoi. Ça, on peut la déprogrammer, par exemple. Oui, oui. Alors en fait, le présent, ce sont les portes d'entrée du passé. C'est-à-dire que vous avez des réactions présentes à des événements qui sont des fois pas forcément traumatiques, mais vous avez des réactions qui sont exacerbées et maximum. Et en fait, quand on touche là, c'est que ça réveille quelque chose de l'archaïque. Vous voyez ? Si vous avez une réaction énorme par rapport à un petit événement, c'est que ça touche quelque chose qui est beaucoup plus profond en vous. Donc c'est par le présent qu'on peut aller vers le passé. Et quand il y a eu des histoires transgénérationnelles très lourdes, quelque part, vous pouvez arriver à faire émerger en fait quelque chose qui n'est pas de notre fait, mais d'une histoire. Ça peut arriver, oui. Après, c'est vraiment... Vous fonctionnez de la même manière avec des traumatismes répétés. Je pense notamment, par exemple, une femme battue pendant 20 ans. Est-ce que vous allez prendre une image unique? Elle a dû s'habituer là, non? Non, justement. Bah, si elle reste dans la situation, elle se retraumatise à chaque fois. Justement, elle en sort. Elle en instant. Si elle en sort, oui, on peut travailler dessus, bien sûr. Une image unique, une situation unique représentative. Non, il faut travailler sur un ensemble. Parce que je vous dis, si on travaille sur chaque traumatisme, on va... il y en a pour 20 ans, quoi. Donc on travaille sur un global, oui. Mais alors comment vous faites pour travailler sur un ensemble? Moi, je travaille sur l'origine de l'histoire en général. C'est-à-dire, qu'est-ce qui l'a emmené là? Qu'est-ce qui l'a emmené à choisir cette personne? Oui, enfin, pourquoi ça lui arrive, quoi? D'accord. On n'attire pas... Il n'y a jamais de hasard dans notre histoire, hein. En général, il faut toujours s'adresser aux racines de la personne, aux racines de mon histoire. Parce qu'on n'est pas des fleurs coupées, on a des fleurs à racines. Donc si nos racines, elles sont blessées, eh ben, il y a une blessure qui éclot au bout, quoi. Vous partez de là pour travailler, parce que le fait de le savoir... Non, il faut vraiment revivre les choses, il faut redescendre dans notre histoire. Vous dites, quand c'est un traumatisme simple, c'est rapide. Quand c'est un traumatisme complexe et qui dure depuis des années, ben on met le temps pour y aller, quoi. De toute façon, si on allait directement dans le trauma de base, on fait sauter la personne. Ce serait trop violent. On est obligé. Si vous voulez, moi je compare toujours, on a un problème quand on est petit, on met une couverture dessus, puis tout va bien. Puis le problème, il monte. Alors on met une deuxième couverture. Et puis au bout de 20 ans, on a une pile de couvertures comme ça, et on a dessous une bombe atomique. Si on enlève toutes les couvertures d'un coup, on se fait sauter le caisson. Donc il faut enlever les couvertures tout doucement, pour qu'on puisse arriver au traumatisme d'origine, et qu'il soit accessible sans se faire du mal. Le MDR, le but, c'est pas une thérapie violente. C'est une thérapie qui fait du bien, donc il faut y aller tranquillement. Si les gens, ils peuvent pas y aller parce que c'est trop fort, soit on les met dans un système de sécurité, soit on prend le temps d'y aller, soit on commence à travailler sur des traumas qui sont autour, vous voyez, mais on y va doucement, on n'est pas là pour choquer les gens. Quand vous dites zone de sécurité, c'est quoi?
Ben, oui, il y a des systèmes de refuge, oui. Qu'on a aussi en hypnose, d'ailleurs. Hein. Oui, enfin, dans toutes les thérapies, il y a des fonctions de sécurité pour que les personnes, on peut travailler sur les ressources aussi, vous voyez. Quand les gens, on les fait travailler sur leurs ressources, quand ils se sentent suffisamment bien dans leur peau, alors ils peuvent aller voir un traumatisme qu'ils ne pouvaient pas voir. Parce qu'un traumatisme, c'est comme si j'avais un doigt qui ressort là, et puis les autres qui sont oubliés. Donc le but, c'est de permettre aux gens d'utiliser leurs ressources et leur histoire pour pouvoir remettre le doigt à sa place, quoi. C'est clair ce que je vous raconte ? Parce qu'une fois que les gens ils sont sécurisés en eux-mêmes, ils peuvent aller voir des traumas qu'ils ne pouvaient pas voir avant. Enfin ça, vous faites ça dans toutes vos thérapies, je suppose. Oui. Est-ce qu'il faut sortir des traumas avant l'âge où on commence à avoir des souvenirs avant 4 ans Est-ce qu'il faut sortir des traumas ? Est-ce qu'il peut ressortir des traumas ? Ah, est-ce qu'il peut ressortir des traumas ? Oui, oui, bien sûr. Vous donniez l'exemple l'autre jour d'un monsieur qui s'est rué dans son berceau. Ah oui, ça, j'avais jamais vu ça dans ma carrière. C'est un monsieur qui est venu avec un souvenir qui est à l'âge de 2 mois et demi. Et le souvenir, il est dans son berceau, il est heureux comme tout, et il a ses parents au-dessus de lui. Et les parents s'en vont pour aller chercher l'appareil photo pour le prendre en photo. Et lui, il a vécu ça comme un traumatisme d'abandon énorme qui lui a gâché toute sa vie. Il est venu me voir, il avait à peu près une quarantaine d'années, donc il avait toujours ce souvenir. Donc on a retravaillé à partir de... Alors en plus, il avait la photo. Donc... Parce que le temps que les parents ils aient cherché l'appareil photo, lui il a vécu ça comme un traumatisme. Ce qui vous montre que c'est pas la situation qui compte, c'est comment je la vis. Vous voyez ? Et c'est pour ça que ça crée des croyances négatives. Et quand on trouve la croyance négative de base, à ce moment-là on peut enlever les choses. J'ai l'exemple d'une dame qui vient me voir qui est DRH d'une grande entreprise américaine. Et puis elle se rend compte qu'elle est un vrai tyran par rapport à son personnel. Et en fait, c'est ce que j'appelle moi une femme à couilles, si vous voulez. Et puis, elle se rend compte de tout ce qu'elle est, combien elle est tyrannique. Et on retravaille sur son histoire. Et elle me dit, quand j'étais petite, alors elle avait 2 ans et son frère, et elle a eu un petit frère qui est né. Et elle a eu l'impression qu'on lui a enlevé son zizi. Et elle était dans la baignoire avec son petit frère et elle lui disait, on peut changer de zizi comme on veut. Et cette dame, elle a vraiment eu l'impression qu'on lui avait enlevé son zizi et elle a fait toute sa carrière pour récupérer cet objet. D'accord ? Et elle s'est montrée aussi puissante et plus puissante que tous les mecs du monde pour qu'on lui rende son zizi. Et à la fin de la séance, elle me dit, ah mais en fait il faut que je fasse un dessin de mon zizi et que je le brûle ou que je le griffonne. Et je lui dis, ben non madame, vous êtes née sans. Et alors ça a été la foudre qui lui est tombée dessus. Elle m'a dit, j'avais jamais pensé à ça. Comment ? On peut envoyer les enfants faire de l'MDR ? Oui, il y a un protocole particulier pour les enfants. Par exemple, pour la rivalité fraternelle. Oui, on peut travailler. Enfin, on peut travailler sur tout, hein. Moi, je m'occupe pas d'enfants. Moi, ça m'emmerde des enfants. Mais... Alors, les petits bébés, j'ai eu une fois à l'hôpital une dame qui était tombée avec son bébé. Elle avait son bébé sur le ventre, elle fait dans un couffin là, et puis il y avait une tranchée qu'elle n'a pas vue, elle est tombée dedans avec le bébé, et le bébé a eu une fracture du crâne. Et quand elle est venue me voir, le bébé il était complètement atone et les parents étaient épouvantés. Et j'ai fait de l'EMDR au bébé en lui prenant les petits doigts comme ça, puis j'ai fait comme ça tout doucement. Et puis le bébé il s'est mis à sourire, on a pleuré tous les 3. Et ça puis mieux encore. Ouais. Mais ce sont des choses, extraordinaires, si vous voulez. Y a-t-il d'autres questions ?
Et là, vous êtes basé où? Alors moi, j'habite dans un petit village minuscule qui s'appelle Fitilieu. Je pense qu'on est obligé de faire un train maintenant. C'est Fitilieu, c'est vers les Abrets, vers Walibi là-bas. Ouais. Comment ça s'écrit ça? Ouf. F comme François, Fitilieu, F-I-T-I-L-I-E-U. Et on peut vous adresser des patients? Oui, vous pouvez m'adresser des patients, oui. C'est vous qui réalisez la formation avec... Oui, C'est oui, M. oui. Passe qui fait la formation SBA. Absolument. Je choisis les meilleurs, c'est normal. Oh, les meilleurs, je sais pas. Et je reviens au bébé avec le verso. Est-ce que si quelqu'un a par exemple la même problématique que monsieur, mais qui ne retrouve pas la situation de l'image, Alors, pour travailler pour des petits, pour les faire régresser, on travaille en faisant des mouvements comme ça. C'est-à-dire qu'on fait sur les personnes les mouvements du cœur, les battements du cœur du bébé, et on les fait régresser très, très loin. Au bout d'un moment, les gens, ils ont des sensations. Alors, ils n'ont pas d'analyse, puisque c'est un moment où les mots n'existent pas. Quand on fait des thérapies qui sont très régressives comme ça, les gens n'ont pas de quoi le nommer, si vous voulez. Ils revivent des choses. Mais c'est suffisant pour... Ah oui, et ça peut être très précis. Hein. Est-ce qu'on a vu que dans l'hypnose, la personne devait vouloir recevoir l'hypnose, travailler en hypnose? Est-ce que, bon, vous allez me dire non, le bébé, il n'avait pas demandé l'avis au bébé. Du coup, est-ce que vous pouvez travailler avec des personnes en MDR, même s'ils n'ont pas conscience que c'est de l'MDR? J'ai souvent fait ça à l'hôpital. J'allais dire, les gens qui arrivaient, je me rappelle d'une dame qu'on m'avait emmenée qui avait eu un truc horrible, elle allait bosser, et puis elle a vu un truc qui roulait devant elle. En fait, c'était la tête d'un bonhomme qui venait de se faire décapiter par un camion. Puis après, il y a le monsieur qui était dans le camion, dans les roues du camion, il lui est tombé sur le capot. Hein, et on m'a appelé aux urgences. La dame, elle était comme ça. Sous la télé, avec plein de monde aux urgences. Et sous la télé, elle faisait ça, comme ça. J'ai essayé de l'emmener dans un bureau, il n'y avait pas de bureau de libre. Donc j'ai juste demandé à ce qu'on éteigne la télé. Et puis devant tout le monde, j'ai fait des tappings. Je savais pas quoi faire, elle pouvait plus parler, elle pouvait rien faire. J'ai fait des tappings. Au bout de, je sais pas, une demi-heure, elle s'est calmée. Elle m'a dit ça va, je rentre chez moi. Je lui ai dit vous êtes sûr que vous pouvez rentrer? Elle m'a dit oui, les images elles sont plus là, je peux. Et je l'ai revue 2-3 jours après, elle m'a dit tout va bien. Ça marche aussi sur des traumas crâniens? Oui. Trauma crânien, oui, mais je vous dis, trauma crânien, c'est plus délicat par rapport aux crises d'épilepsie. Et puis si c'est un frontal, ça marche pas. Hein. Ah ouais. Voilà. Le côté tout de suite est important parce qu'on traite l'information la nuit. On est bien d'accord? Oui, et puis tout de suite, ça n'a pas le temps de se... Vous voyez, pour cette dame, par exemple, j'allais dire, les pompiers, ils l'ont emmenée, on m'a appelé tout de suite, je l'ai traitée immédiatement. Elle n'a pas eu le temps, elle serait restée comme ça, elle était en état de choc tel qu'à mon avis, elle s'enquistait pour bien longtemps. Là. Oui, madame? Est-ce que ça peut marcher sur une amnésie partielle? Ah, ça dépend si elle est neurologique ou pas. C'est plus délicat, ça. Parce qu'il y a des phénomènes inconscients qui empêchent. S'ils continuent d'empêcher... Et comme vous dites, des traumas qui vont ressortir, ça va dire par quoi? Ça va être par exemple des images, ça va être des souvenirs? Ça peut, tout, oui, des images, des émotions, des... Donc si on a été dans un certain état, par exemple, étant bébé ou sous drogue ou ce style de trucs. La drogue, non. La drogue, c'est pas pareil. Hein, ça vous met dans des états qui sont pas les mêmes. Moi, je travaille pas avec les gens qui fument des pétards, par exemple. Non, mais je pensais plus à l'alcool. Comment? Je pensais plus à l'alcool, en fait. L'alcool, si vous avez un coma éthylique et que vous avez des absences, ça fera rien du tout. Hein. Non.
Mais maintenant, quelqu'un qui prendrait des habitudes qui deviendrait alcoolique par rapport à un problème, bien sûr, d'enfance, d'abandon, etc., là, bien sûr. On travaille sur l'histoire. Mais quelqu'un qui fume des pétards, je travaille pas avec eux, parce qu'en général, d'abord, ils tiennent pas la route, dans le sens, ils tiennent pas la distance, si vous voulez. Et puis, comme ça fait travailler beaucoup la conscience, il y a un peu une contradiction là. Est-ce qu'il n'y a pas le même problème avec des personnes qui seraient sous traitement neuroleptique? Non, non. Ça n'empêche pas. Du coup, ces personnes-là qui ont souvent des traumatismes qui peuvent arriver avec déjà... Oui. Je vois de temps en temps des psychotiques. Les psychotiques, on les guérit pas, sauf s'ils ont des traumas. On peut guérir le trauma, mais on peut les aider dans leurs angoisses et à les accompagner. Mais bon, on ne guérit pas. Est-ce que vous avez eu des résultats sur des pertes d'audition? Ah, ça dépend. Au niveau de l'oreille interne, principalement. Je peux pas vous dire. C'est vraiment individuel. Il y a eu des gens pour qui ça fait des choses et pour qui ça fait rien du tout. Oui, c'est pas miraculeux. Hein. Je vais prendre une dernière question aussi, parce que je pense qu'on pourrait y passer la journée là. C'est parti pour. Hein. Est-ce qu'une dernière question pour Michel? Non, c'est tout bon. Ben écoutez, alors je pense qu'on peut l'applaudir. Merci à vous. Ce que je vous propose, on a prévu de quoi grignoter pour ceux